Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de Brussels Information Press entièrement consacrée à l'actualité brûlante au Togo, pays d'Afrique de l'Ouest. À l'initiative de la coalition Combat pour l'alternance politique, CAP 2015, regroupant 5 partis, du groupe des 6 partis de l'opposition et du Parti national panafricain, plusieurs marches pacifiques des populations du Togo et sa diaspora à travers le monde ont eu lieu durant le mois d'août 2017 à Lomé, la capitale, mais aussi dans 5 villes du pays, Kara, Bafilo, Sokodé, Agné, mais aussi en Belgique et dans d'autres villes. Une manifestation pour exprimer le ras-le-bol d'une population face à la non-tenue des réformes institutionnelles et constitutionnelles inscrites dans l'accord de politique globale de 2006. Des marches qui ont eu lieu non sans heurts et débordements, violents échanges avec la police, gaz lacrymogène, des victimes, des blessés tant au niveau civil qu'au niveau de la police, une forte mobilisation de la population togolaise qui témoigne bel et bien d'une fracture sociale et d'un mal-être profond qu'endure une bonne frange de la population. Pour nous aider à comprendre et à décrypter l'actualité sociopolitique de ce pays, nous avons invité 2 spécialistes. Yves Lotenou. Bonjour. Bonjour Yves, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je me dirige maintenant vers M. Kofi. Bonjour M. Kofi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On n'en avait plus vu l'opposition mobilisée autour d'une cause. Qu'est-ce qui explique cette forte mobilisation d'un côté, de l'autre côté? Quel est le but effectif? Quel était le but recherché dans cette marche du 3 août, je commence par là, organisée par CAP 2015? Depuis 25 ans, l'opposition togolaise essaie, vaille que vaille, de mobiliser, de sensibiliser autour de la question de la démocratie dans le pays. Pendant ces 5 dernières années, l'opposition a essayé, mais nous pouvons dire que la formule choisie peut-être n'était pas la bonne, ce n'était pas la bonne recette, jusqu'à ce que le Parti national panafricain de tendance diopiste de Tipi Achadam Salifou monte au créneau et appelle à une manifestation qui va drainer des foules et dont la police togolaise et la gendarmerie vont essayer de matraquer, de poursuivre les manifestants et faisant au passage des victimes, des vies humaines. Aujourd'hui, les masses veulent le changement. Mais comment opérer le changement? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la recette pour aller vers ce changement face à un régime séquantenaire du père au fils, un régime qui a tout un arsenal pour réprimer? C'est un régime répressif, on ne le cache pas, et qui ne ménage pas d'efforts pour aller dans ces bases des ordres. Donc le travail est difficile sur le terrain pour l'opposition, à côté des arrestations, les assassinats politiques, et voilà. Donc aujourd'hui, il y a 25 ans, la jeunesse togolaise a pris de l'âge, parce qu'il y a 25 ans, ces personnes étaient des jeunes, comme ça s'est produit au Burkina Faso. Aujourd'hui, tous ceux qui se réclament de Sankara sont les gamins qui naissaient au moment où Sankara était assassiné, ou qui avaient 5, 6 ans, 7 ans aujourd'hui, qui sont devenus des majeurs et qui veulent prendre le destin de leur pays en main et retrouver leur place dans le pays. Monsieur Kofi, je me dirige vers vous. Une manifestation pacifique reprimée par la police, comme il a dit tout à l'heure. Comment expliquez-vous qu'à chaque manifestation organisée par un groupe, parti de pollution, pour exprimer un ras-le-bol, un mal-être, à chaque manifestation, il y a une répression de la police? Je vous prends l'exemple du cas de la révolution Pakima, la révolution des femmes qui ont fait la grève du sexe en août 2012. Je me rappelle même qu'il y a eu intervention de l'unité, comme on l'appelle encore, d'intervention spéciale de la gendarmerie. Comment exprimez-vous? Il y a eu des arrestations et beaucoup de jeunes ont été mis en prison. Comment expliquez-vous que dans un État, pourtant, il y a une loi dans la Constitution qui garantit la liberté et le droit de manifester? Comment expliquez-vous cet état des choses? Merci de me permettre de m'exprimer. Mais il faut déjà comprendre, j'ai envie de dire, le contexte togolais, qui a une particularité parfois que les gens ne dénotent pas tout le temps. Il y a des mots qui ont leur poids au Togo.
Le premier président togolais démocratiquement élu, Sylvanus Olympio, a toujours été appelé le père de l'indépendance du Togo. Et quand il a été assassiné, celui qui est venu après, enfin il y a eu Gruniski naturellement, ensuite il y a eu Eyadema. Eyadema a été toujours appelé le père de la nation togolaise. Ça n'a peut-être pas de poids pour tout le monde, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire il a fini par porter le manteau du père de la nation, au final. Dans sa tête, finalement, il a cru qu'il était le père de tous les Togolais. Donc, un père réprime ses enfants quand il venait à mal se comporter. Sauf que si en 67 jusqu'en 90, on était les enfants de Eyadema, aujourd'hui, entre 90 et 2017, on est des adultes, et dans toute maison où il y a un papa et des adultes, mais il y a toujours discussion. On doit se dire, mais papa, tu sais, quand j'avais 8 ans, tu pouvais facilement, mais maintenant, il faut qu'on change de manière. Donc, c'est-à-dire, la question, c'est de savoir à quel moment ces gens-là se croient vraiment. Ça s'est passé en RDC, hein, où Mobutu croyait qu'il était effectivement Dieu parce qu'il sortait des nuages à la télé. Donc, à quel moment ça bascule au Togo, où les Eyadema et enfants croient qu'effectivement, ils avaient droit de vie et de mort sur les Togolais, ce que les parents même n'ont pas sur leurs enfants. Hein. Mais eux, ils sont sortis, j'ai envie de dire, du cadre purement familial, hein, sur j'ai envie de dire, leur direction familiale de la nation togolaise. Ils sont sortis de ce cadre-là. Ils sont arrivés à un cadre où ils estiment qu'ils sont un peu déifiés, quoi. On ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, Eyadema, soit lui père, soit fils, étant des dieux togolais, chaque fois que le diable entre en nous, ben c'est normal qu'il réprime. Voilà, ça veut dire c'est aussi bête que ça, mais c'est malheureusement le schéma, le descriptif qu'on peut donner, la caricature qu'on peut faire du regard que le pouvoir porte sur le peuple togolais. C'est-à-dire, on a comme l'impression que on n'est pas dans le même monde, nous tous. On est complètement ailleurs. D'accord, ils sont les sauveurs du Togo. D'accord, et Eyadema, c'est le père de la nation togolaise. Ok, ça fait quoi, 50 ans qu'il est père de la nation togolaise. En 50 ans, si toi, le père de la nation, tu n'as pas trouvé quelqu'un qui pourra suivre tes pas, et il a fallu que ce soit ton fils, et que ce soit encore dans le même schéma répressif, je crois que c'est toi qui dois te dire que tu as échoué. Donc, le fils Eyadema aujourd'hui devrait normalement se remettre en question et laisser le peuple en paix. On a pu aboutir à l'accord de politique globale. Vous êtes venu, voilà les clés, mettez en application les recommandations issues de cet accord. Pourquoi est-ce que ça bloque alors? Pourquoi est-ce que ça bloque? Mais je peux. Oui. Il y a une volonté politique qui manque au pouvoir en place. Je ne vous apprends pas que il y a eu des accords, l'APG, on en a parlé, accord politique global, en 2006. 2006. Ça veut dire, ils ont, c'est un peu, ils font dans la délation, ils font dans la perte de temps aussi. C'est-à-dire, ils gagnent du temps tout le temps, on va plutôt le dire comme ça. Quand on a signé l'APG, c'est sous l'égide de l'ancien burkinabé, Blaise Compaoré, et Faure Gnassingbé, je n'aime pas beaucoup prononcer son nom, mais il a fait partie, il a donné son accord, j'ai envie de dire, il a signé les documents de l'APG. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? Je crois qu'au départ, lui-même, il avait compris qu'il ne pouvait pas suivre les pas de son père. Le contexte ne le permettait pas. Maintenant, il y a autour de Faure Gnassingbé les caciques du régime de son père. Ceux-là, pour des raisons XY, que nous ne maîtrisons pas forcément, mais qui a malheureusement l'aval de la France. Il faut qu'on insiste sur le rôle de l'ancien colon. Dans les textes, on est toujours, j'ai envie de dire, à leur solde. Dans les textes. Oui.
Je ne partage pas votre opinion dans la mesure où Faure Gnassingbé, pense qu'il avait fait une déclaration en disant, après avoir reçu le rapport de la commission Vérité et Réconciliation, il avait reçu ce rapport, CVJR, il avait déclaré que si nous ne suivons pas les recommandations de la CVJR, on risque de retrouver nos vieux démons. Tout à fait. Donc, on sait de quoi ça veut dire. Donc, est-ce que à partir de là, un président qui est au pouvoir, qui dit une parole pareille, parce qu'il est sous le coup, France, comme vous le dites, n'a pas la possibilité de faire ce qui est bien pour son peuple? Non, je pense que ce qu'il essaie de décrypter, c'est la question de la volonté, mais il ne faut pas en parler. Ce régime cinquantenaire est là et se conduit comme des roitelets qui ont en leur possession le pays, le peuple et tout le monde. Aujourd'hui, vous mettez en cause donc l'entourage du pouvoir. Ah oui, c'est la langue de bois. Forcément. Ce régime a toujours fonctionné dans le mépris, dans la barbarie. Le Togo, c'est un état de terreur. Il y a eu des rapports, il y a eu des commissions d'enquête même de la Fédération internationale des droits de l'homme et compagnie. Amnesty International rappelle dans des rapports que ce pays, c'est un état de non-droit et qu'aujourd'hui, les caciques du pouvoir n'ont pas intérêt, parce que n'oublions pas que dans cette histoire, il y a des questions d'intérêt. Intérêt comment? Des gens sont devenus des opérateurs économiques, ils sont actionnaires dans les télécoms, dans telle société d'État. Toutes ces personnes se font de l'argent, investissent en Europe dans des appartements luxueux, et ils n'ont pas envie de quitter le pouvoir parce que il y a l'argent facile qui coule au détriment de la société, de la rigueur, et que le denier public ne sert plus l'intérêt général. Donc, quand on voit aujourd'hui, pour terminer, le CHU Sylvanus Olympio, l'état de délabrement et l'ensemble des CHU ou CHR à travers le Togo et les dispensaires, l'argent que dépensent ces caciques et tout le régime peut servir vraiment à redorer l'état de ces milieux hospitaliers et sanitaires. Donc, je pense qu'il y a un mépris pour le peuple, il y a un mépris vis-à-vis de la jeunesse. Lorsque les étudiants manifestent pour des questions d'amphi, des questions de bibliothèque, de logistique, et que l'armée débarque, on tabasse à mort, on arrête, il y a un souci. La jeunesse est l'avenir du pays. Donc, si on demande des cahiers, des livres, des bibliothèques, on peut se voir tuer. Donc je pense que ce régime, sincèrement, a du mépris et n'a toujours fonctionné que dans la terreur pour pouvoir faire taire la population, pour faire peur aux gens, afin que personne ne s'exprime et que le train passe. Si les accords n'arrivent pas à être implémentés par le pouvoir qui ne témoigne d'aucune volonté, parce qu'à cause de ces caciques qu'on vous mettez en évidence, je me retourne maintenant vers Yves. L'opposition, quant à l'opposition a aussi toutes les clés pour pouvoir faire réfléchir le pouvoir en place. Je vous rappelle par exemple qu'en 2010, avant l'élection de 2010, il y a eu une réunion à Ouagadougou où les partis de l'opposition ont eu la possibilité de débattre et de trouver une issue alternative au scrutin à Antou. Mais ils ont différé la question, y compris aussi une question par rapport au code électoral. D'ailleurs, les recommandations de la CVJR le disent, ou de l'APG le disent, il faut un audit du fichier électoral. Mais à chaque élection, que ce soit en 2010 ou en 2015, l'opposition manque son devoir d'aller toucher là où ça fait mal. Parce qu'effectivement, c'est là où ça fait mal. Non, je vous comprends. Je pense qu'il y a une des questions que nous n'avons pas abordées ici, c'est la question même de la légitimité. Aujourd'hui, ce régime n'a pas de légitimité. Ce régime du père au fils n'ont jamais gagné d'élection. Nous allons revenir là-dessus, parce que ça c'est aussi une contradiction. Nous allons revenir là-dessus. J'aimerais d'abord que vous refléchissiez maintenant en répondant à ma question. Oui. Pour le fichier électoral, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut même pas aller aux élections avec ce régime. Je pense que aussi longtemps que ce régime, ayant fait faillite, n'a pas débarrassé le plancher, je me vois dans l'optique d'aller dans des élections avec eux, parce qu'ils ont l'appareil d'État, ils ont tout verrouillé, ils vont faire croire dans des concessions de façade qu'ils vont lâcher du lest, mais
chasser, il revient au galop. C'est ce que le régime a fait depuis la nuit des temps. Je me souviens comme si c'était hier, les accords de Ouaga, c'était à Ouagadougou sous l'égide de l'autocrate Blaise Compaoré. C'était la même chose. À peine arrivé à l'aéroport de Lomé, le même jour, le professeur Fambaré Natchaba a changé de discours face au professeur Ninevi. Et voilà que ce régime gagne du temps, fait du dilatoire, et ça avance tout doucement, et on sera à un siècle, il sera toujours là. Donc aujourd'hui, la population ne peut pas attendre même que ça aille jusqu'à un siècle. Donc la population s'est levée comme un seul homme pour dire ça suffit. Monsieur Kofi, est-ce que vous pouvez nous apporter un autre éclairci, un autre son de cloche par rapport à cette question du code de l'audit, du code du fichier électoral? Pourquoi est-ce que l'opposition n'insiste pas? Parce que tout se joue sur ça, le calcul du vote et du scrutin. Oui. Oui, je vais répondre, mais je vais donner un élément avant de répondre. L'élément, c'est ce que j'ai écrit ici. Je dis, le pouvoir joue sur ce qu'on appelle l'incompréhension intergénérationnelle au Togo. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque des Adema, il a constitué une ressource humaine non négligeable en octroyant des bourses d'études à beaucoup de jeunes issus de son environnement proche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les décideurs au Togo sont issus de cette ressource humaine-là, des Adema. Donc, ce serait difficile pour eux d'aller à l'encontre du projet du père de la nation. Je reviens sur ce mot. Parce que ce n'est pas juste une histoire ce n'est pas juste technique. La démocratie au Togo, c'est pas juste une histoire de ramener la constitution de 92. On va le faire. Ça, c'est l'objectif premier. Mais ce n'est pas du tout ça, la préoccupation première. La préoccupation première, c'est de faire comprendre à un groupe d'hommes qu'ils sont les égaux des autres. À compétences égales, on pourrait ensemble construire le Togo. Et ils ont fait 50 ans. Ils sont disqualifiés pour reprendre les rênes de ce pays. D'accord, d'accord. Vous voyez, on joue sur les éléments démocratiques. Donc, il y a la Constitution qui est stipulée. Il y a eu des élections. C'est là aussi, je reviens vers vous, parce que toute la contradiction, vous avez parlé tout à l'heure d'un régime qui est illégitime. Il y a eu le vote, il y a eu le scrutin présidentiel en 2015. Malheureusement, il faut de constater qu'une fois de plus, Faure Gnassingbé a eu 58,73%, alors que Jean-Pierre Fabre avait 35,19%. Donc toute la contradiction est là. Vous dites que ce n'est pas légitime, mais c'est les résultats officiels qu'on nous a donnés. Donc, si moi j'insiste sur le fait que l'opposition a une possibilité d'agir au niveau du code électoral, au niveau de la révision du fichier électoral, d'exiger un audit, parce que tout se passe à ce niveau-là. Il ne faut pas se leurrer. Je prends le cas d'Alberto Olympio. Pourquoi est-ce qu'il a claqué la porte de l'élection présidentielle 2015? Simplement par le fait que, après avoir demandé à la CENI l'audit du fichier électoral, ça lui a été refusé. Pourtant, en tant que parti, le code électoral permet à tout parti politique d'avoir un regard sur ça, de demander l'audit. Pas au Togo, parce que M. Olympio, on a dû lui coller des affaires. On lui a collé des affaires. Je l'ai eu au téléphone, je vous dis quelque chose qui est direct. Je l'ai interviewé, je l'avais téléphoné, c'est même publié sur le site. Donc il a parlé de ça, il a parlé des doublons qu'il a lui-même. On lui a remis un fichier PDF. Bien sûr. On lui avait remis un fichier PDF du fichier électoral. Et il a constaté les doublons. Il a constaté le bourrage électronique qu'il y avait dans ces fichiers. Le point crucial, c'est celui-là. Comment faire? Oui, je pense qu'avant d'arriver à la question du fichier électoral, il faut d'abord passer par la question du rapport de force. Il faudrait que la lutte que les populations vont mener les conduise à inverser le rapport de force. Et à partir de ce rapport de force, vous pouvez mettre des institutions démocratiques. Ce n'est pas les institutions démocratiques qui créent le rapport de force. Et c'est ça la nuance dans notre processus. C'est pour ça que je disais que je parlais de questions de recettes. L'opposition n'est pas ignorante, elle le sait, mais les gens ont du mal à marcher parce qu'il y a des œufs, il faut aller doucement, il ne faut pas aller parce que le Togolais n'a jamais voulu aller avec éclat et fracas. Donc aujourd'hui, la population, la jeunesse a dit voilà, advienne que pourra, si par notre sang on peut libérer ce pays, on y va. Et l'armée répressive est là
pour tirer dans le tas, mais la population essaie de résister. C'est pour ça que les gens commencent pacifiquement. Ils ont dit, on fait une lutte pacifique. Mais qui sait que demain, le renversement de rapport de force va changer la donne et que les gens vont sortir de cette torpeur et qu'on va répondre au coup par coup. Parce qu'à un moment donné, il faut être sérieux, comme je dis, ces gens ont du mépris. Quand vous voyez Gilbert Bawara qui intervenait la semaine dernière chez Francis Laloupo sur Africa numéro 1, il faut voir le dédain qu'il a, l'esquive qu'il fait. Donc c'est des gens, pour eux, la population fait du cinéma, eux ils sont au pouvoir, ça avance, c'est la force, c'est l'impérium, le reste on s'en fout. C'est l'impression qu'on a. Donc de tels régimes, aller aux élections, moi je dis non, c'est l'analyse que je fais de la chose. Non, pourquoi? Parce que l'opposition a voulu accepter le jeu en disant on nous a essayé. Et les institutions internationales disent essayez. Et chaque fois ils ont essayé et ils sont dans la boue. Et personne ne vient les sortir de la boue. Donc on sait très bien que les élections vont être truquées. On salue ici la Cour suprême kenyane qui vient de rendre un arrêt. Au Togo, la Cour suprême, c'est en même temps le RPT unique. Elle est inféodée. Les listes électorales, c'est le RPT unique. C'est ça la difficulté du Togo. Le Togo est un pays atypique. Ce n'est pas possible. Même faire semblant de faire un jeu démocratique, c'est compliqué. Il ne faut même pas leur demander ça. Donc eux, ils sont radicaux. Mais ils pensent que c'est les autres qui sont radicaux et que les autres doivent se taire. C'est à eux de gérer l'appareil d'État, les deniers publics, collectionner des voitures, des maisons, des femmes et tout. Non, ça ne doit pas aller comme ça. Je pense qu'ils doivent être dans la logique que nous, à notre moment, nous avons pu construire 4 universités. Nous avons autant de centres de recherche. Nous, c'est comme ça que nous voyons les choses. Mais eux, ce n'est pas leur problème. Aujourd'hui, ce n'est pas leur problème. Donc, je pense que pour arriver... C'est ce qui est en train de se passer. Seule la population peut déterminer le combat et le renversement de rapport de force. Et l'homme politique et la société civile viendront en deuxième lieu pour voir comment est-ce qu'on réorganise l'État. Oui, voilà. Vous avez le pouvoir accepte les manifestations pour... Bon, on a vu ce que ça donne avec les répressions. C'est pas non plus garanti qu'on a la sécurité manifestée. D'ailleurs, il y a les condamnations. Les condamnations. Moi, ma difficulté, pourquoi j'insiste là-dessus, le seul instrument que l'opposition a aujourd'hui, c'est cette constitution. Mais il faut déjà reconnaître ses erreurs aussi dans le passé, parce que l'occasion de 2010 d'insister, moi je reviens là-dessus parce que on parle de politique, on parle d'élection présidentielle, tout se passe là, en termes démocratiques. Tout se passe là. En termes démocratiques. Oui, en termes démocratiques. Autant que le pays soit démocratique. Oui. Tout se passe là. Et l'opposition joue sur cette fibre-là. C'est la seule qu'elle a. Parce que les armes, l'opposition ne pourra pas prendre les armes. Mais et alors, en 2010, l'opposition est passée à côté parce qu'il y avait cette division aussi au sein de l'opposition. Il faut dire des choses aussi. Où sont les responsabilités? Il faut reconnaître... Oui. Division au sein de l'opposition, je vous le concède. Ce qui est normal, j'ai parlé au début de cette émission, que quand on parle de politique, on parle de ligne politique et de ligne idéologique. Ce qui est clair, il y aura des partisans des élections, il y aura des partisans de renversement de rapport de force, il y aura des gens qui vont chercher à construire l'État sur les ruines du parti État RPT uni. Voilà. Donc plusieurs tendances sont là. Comme aujourd'hui, avec toute la mobilisation qu'il y a, vous allez constater qu'il y a plusieurs plateformes qui naissent. Il y a des vrais, des faux, des canulars. Voilà. Mais à un moment donné, le paysage va se clairsemer. Et dans chaque pays, le Togo n'est pas un État démocratique à la base. C'est un pays qui vient de loin. Un pays dirigé par un parti unique, parti-État, avec une armée prétorienne qui était très forte. Donc, la propagande de ce parti unique sur la population a fait beaucoup d'effets. Mais la population a essayé, dans la mesure du possible, de se reconstruire, de se former tout doucement. Ce n'est pas encore acquis pour prendre vraiment conscience. Lorsque la population aura la vraie conscience, comme les Burkinabés l'ont eu, la marche fera quelques mètres. Et aujourd'hui, au Togo, les gens sont dubitatifs. On vous a donné l'exemple. On a étudié avec des gens, le pouvoir fait des enfants dans les mêmes familles. Donc, il y a toute une série de considérations. Mais à un moment donné, les gens doivent comprendre que l'intérêt général doit prévaloir et que ce n'est pas l'intérêt personnel et que
moi je veux pour moi seul, pour mon clan ou mes amis. Non, c'est fini. Lorsque le pays va mieux marcher, lorsqu'on aura assez d'hôpitaux, assez de bibliothèques, assez d'UNIF ou d'écoles et que sais-je de routes, c'est le bonheur de tout le monde. Nous avons besoin que les gens se portent bien au pays, que les gens aient du travail, que le chômage diminue et que la diaspora ne continue pas par nourrir tout le monde à tout bout de champ. L'argent, on peut le mettre dans des développements précis. C'est ça qui est important. Donc, les deniers publics au Togo doivent servir à l'épanouissement de tout le monde. Vous avez parlé de la diaspora, je vais peut-être aller dans ce sens. Monsieur Kofi, comment expliquez-vous et comment aussi l'opposition peut saisir aussi cette opportunité, c'est-à-dire la diaspora dont l'aide, les envois d'argent dépassent le développement. Comment est-ce que l'opposition peut capitaliser ces ressources et surtout faire participer la diaspora togolaise, qui sont les fils du pays, mais ils sont exclus du processus de vote. Comment est-ce que l'opposition peut faire infléchir le pouvoir en place et dire non, assez c'est assez, il faut trouver une issue maintenant. D'ailleurs, les recommandations de l'APG l'obligent. De la CVJR aussi. Voilà. Donc, la problématique est simple. Hein. Les gens d'en face ne veulent pas comprendre qu'ils n'ont plus de légitimité. S'ils n'en avaient jamais eu, ça j'en doute, mais ils continuent par croire qu'ils ont toujours la légitimité parce qu'ils ont la force. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que quand on le dit, on se dit mais ça s'est passé ailleurs. Vous savez, il y a des petits éléments qui sont importants, à mon sens. Quand vous allez au Burkina Faso, ils ont chez eux le service militaire. Quand vous allez au Ghana, ils ont chez eux, enfin ça ne s'appelle pas service militaire, ils l'appellent le National Service, mais c'est avoir conscience qu'on travaille pour une nation. Donc on a une année où on se donne pour son pays. Quand vous allez au Bénin, ils avaient le système de service militaire, ce qui les a désinhibés par rapport à la peur de l'arme, par exemple. De l'arme et de l'uniforme. Et de l'uniforme. Ça permet au peuple d'égaliser, j'ai envie de dire, l'écart qu'il y a entre ceux-là qui se prétendent forts parce qu'ils ont les armes et ceux qui ont fait l'expérience des armes. Donc, à partir du moment où, sur, j'ai envie de dire, recommandation, parce que je pèse mes mots, de la classe dirigeante française de l'époque, quand Eyadema était tout puissant, j'ai envie de dire entre les années 76 et 86, on va situer ça dans cette période-là, mais on a donné beaucoup, ça veut dire on a miné le Togo. On a miné le Togo à telle enseigne que on s'est toujours demandé si ce n'est juste que le pétrole ou si ce n'est juste parce que le Togo, sur le plan géopolitique, le Togo est en face des États-Unis. On s'est toujours dit ça, on s'est posé des petites questions. Mais cela n'empêche pas que ils ont mis tous les moyens en œuvre pour abrutir ce peuple-là. Maintenant, comment l'opposition peut capitaliser sur la diaspora? Mais l'un des éléments, c'est le vote de la diaspora. Puisque, a priori, la diaspora a le droit de voter. C'est parce que le scrutin n'est pas organisé. Hein. C'est fait sciemment. Hein. Parce que quand vous faites le tour, et que même si c'est à un demi-tour, parce qu'ils disent un tour, alors que c'est deux tours, le mode de scrutin démocratiquement reconnu, ils disent un tour. Même si c'est un demi-tour, quand on accorde le droit de vote à la diaspora, ils vont dégager. Hein. Ils vont laminer. Ils vont dégager. Donc aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, nous sommes dans une logique de dégagisme. On va reprendre les mots. Donc voilà, parmi ces recommandations, il y a effectivement le retour à la Constitution de 1992 et notamment le vote de la diaspora togolaise. Ouais. Moi, je vous demande maintenant, quelle doit être maintenant la stratégie de l'opposition? Parfois, on a toujours besoin d'autrui pour se sortir de certaines situations qui a priori semblent inextricables. Le Togo est dans cette situation. Pardon, il y a beaucoup d'Africains en Europe. Il y a même des Européens en Europe. Ça veut dire les lieux de décision, les lieux de prise de décision, il faut que nous allions vers ces lieux-là. Ce matin, on était à l'Union européenne, dans cette optique-là. Ce n'est pas fini. Nous allons multiplier des démarches ici, parce que c'est tout ce dont... L'opinion internationale. Voilà, il faut absolument, parce que
vous n'allez pas me dire que depuis le 19 août, il n'y a pas eu, par exemple, un président de la France, un Emmanuel Macron, qui n'a pas appelé le chef d'État togolais. Ça veut dire, mais quel que soit ce que nous aurions dit ici, quel que soit ce que les autres auront fait là-bas, dès l'instant où la volonté politique ne s'exprime pas, mais on restera dans le statu quo. Je crois que le moment est venu de faire autre chose parce que trop... C'est trop. C'est trop. Aujourd'hui, le secrétaire général du BNP, M. Sama, est arrêté, 18 mois d'emprisonnement avec 9 mois de sursis. Nous pensons qu'il faut arrêter. Les membres de l'opposition se présentent à la prison civile de Lomé pour dire bonjour, ils ne peuvent pas. Ouais. Non. Il faut être gentleman même en politique. Ben oui. Même ça, ils ne l'ont pas, ils ne l'auront jamais. C'est comme ça. Bon, je suis arrivé en analysant la situation togolaise que ce régime est comme ça. C'est comme ça. Donc, il faudrait trouver d'autres solutions, d'où le mouvement contestataire par les rues, pour aller à l'encontre de ce régime. Maintenant, quitte à l'opposition de rester vigilant, je crois que l'opposition va prendre ses responsabilités et de bien encadrer les civils qui seront dans les rues. C'est quel pays où on tue sans sommation des balles réelles, on écrase des gens avec des camions bennes, des civils aux mains nues. Une armée, elle est républicaine. Une armée a une formation, une armée a une éthique. Et voilà, donc tout ça on ne le retrouve pas. Et je pense que c'est vrai que l'opposition togolaise a été trop amorphe pour moi, pour ce qui me concerne, en allant aux élections. Il suffisait de les laisser de trouver. Moi, je m'inscris, tu le sais, je vais m'inscrire en faux. Laissez-moi terminer d'aller aux élections face à un système qui a déjà tout cadenassé, tout verrouillé, parce que je le répète tous les jours dans la rédaction à Radio Campus, un régime autocratique n'organise pas les élections pour les perdre. Ça n'existe nulle part. Sûr. Donc maintenant, je débouche sur la question. Voilà, en 2015, il y a eu l'élection. Il y a eu 40% d'abstention. Il faudrait, peut-être, j'aimerais que vous nous interrogez, que peut faire l'opposition pour éviter à inciter les gens à s'inscrire sur les listes? Parce que je pense que tous ces mouvements, c'est pour préparer 2020. Oui. Donc, je me pose la question. Avant d'arriver aux élections, moi, c'est ma position en tant que rédacteur en chef de Solava Palam, je ne pense pas que les conditions sont réunies pour aller aux élections. Attendons de voir ce qui va se passer. Aller aux élections avec leur PT, c'est perdu d'enfance. Je ne suis pas pessimiste, mais c'est une réalité qui est là depuis 50 ans. Aujourd'hui, que les gens soient inscrits ou pas, j'ai été agent recenseur moi-même quand j'étais au Togo. Lorsqu'on donne les fichiers, c'est eux qui les compilent. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier un système d'élection, de compilation électronique et de vote électronique, où on est en train de déceler des erreurs avec des boîtiers qui sont changés dans le système, que le vendeur peut téléguider. C'est pour ça que certains de nos compatriotes ont porté plainte contre ça. Donc, je vous ferai parvenir ces fichiers et analyser-les. Donc, la technologie, elle est bonne, mais elle a aussi ses limites. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, c'est que nous sommes en face d'un État voyou et que ces gens, ils vont tout faire pour vous rouler. La preuve, l'opposition au Togo s'est contentée d'aller aux élections législatives. Vous voyez le résultat, tout comme ça se souvient de le faire au sénatorial et aux législatives au Congo-Brazza. Donc on vous dit qu'il a raflé la majorité des sièges. Non, c'est du cinéma. Donc c'est du bourrage. Donc si je suis sûr que nous pouvons faire marche ensemble avec BIP Média et que la confiance est là, on le fait. Mais si je sais que BIP Média, à peine je tourne le dos, me plante le couteau, c'est dans ce système qu'on est. Donc je pense que aujourd'hui, aller aux élections dans ces conditions, c'est une perte de temps. Et je répète que c'est le rapport de force et l'instauration de la démocratie qui va permettre de générer des institutions démocratiques fortes et aller vers des élections claires où des missions seront confiées aux fils et filles du pays pour le développement du pays. Au lieu de taper sur l'opposition, ça ne nous arrange pas en le faisant. Mais regardons le clan d'en face et arrivons à faire une synthèse de leurs points faibles. C'est là où on est aujourd'hui. Tout à fait. Ici, on n'est pas en train de taper sur l'opposition parce que il nous a été demandé ici par
monsieur C'est pas toi qui tapes sur l'opposition, hein, c'est ce qu'il a dit hein, que je reprends. Quelles sont les erreurs de l'opposition? Donc, nous ne devons pas avoir peur ni honte face à ces erreurs, parce qu'à partir des erreurs, on apprend, et avec l'erreur, on a l'expérience, on a l'expertise, comme tu aimes bien le dire. Mais c'est important. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut le signifier que c'est une autre méthode, une autre approche que Tipi Achadam utilise avec le PNP, d'autant plus que cette situation met en difficulté le régime au point que les autres partis de l'opposition ont rallié, mais le parti RPT uni a commencé par révéler les vieux démons du tribalisme, d'ethnicisme, alors qu'ils sont les champions eux-mêmes du tribalisme dans ce pays depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, la construction du mouvement politique et social ne se fait pas autour de questions tribales. C'est un seul peuple qui se lève dans toutes les villes, y compris Kara, le fief même de Yadema Père. Donc je pense que la marche est irréversible. Ça peut être demain, après-demain, mais ceux qui sont aux affaires aujourd'hui doivent comprendre que la réduction en ayant le mépris vis-à-vis de leur propre population, les militaires qui bâillonnent facilement leurs propres frères, ça peut être leurs cousins, leurs enfants, que vraiment ils sont en train de mettre la population en dos et que tôt ou tard ça finira, il n'y a rien à faire. Si vous avez un message, une attention à l'intention du président. Et Adema, Oui. et le fils est Adema. Fort. Mais aujourd'hui, pour garder une once d'humanité, mais il n'a qu'à au moins parler au peuple. Vous avez déjà vu un chef d'État qui fait 3 mandats, qui n'a fait que 2 déclarations? Oui, j'aimerais dire tout simplement que je ne suis pas l'adepte de l'interventionnisme. Je crois à la souveraineté des peuples et que seul le peuple togolais peut se libérer en créant le rapport de force. Je dis à la France impérialiste de sortir du Togo parce qu'elle a fait trop de mal à ce pays. Le Togo a été utilisé comme plaque tournante avec l'aéroport de Niantoumou pour approvisionner des conflits en Afrique un peu partout. Même et que, le petit Mitterrand l'a dit. Hein. Aujourd'hui, Jean-Christophe, le jury Charles Debache, qui est le mafieux juridique de ce régime, oui, j'ai appliqué là un passeport diplomatique. Il est togolais. C'est pas... c'est pas grave que toutes ces personnes essaient de laisser le Togo tranquille et que s'ils se mettent au travers de la route, du chemin du peuple, qui sache que seul le peuple est souverain et que tôt ou tard le peuple finira par prendre le dessus. Bien sûr. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci.